Et oui, justement, cette question. Comment épargner autrement? On est tous prêts, on veut, on se dit oui, tiens, ça y est, je suis prêt à sortir du livret A, mais on se trouve un peu souvent des excuses. J'ai pas assez d'argent, je suis trop jeune, j'ai pas assez de temps. Est-ce que c'est vrai? J'ai pas les capacités aussi. On a une question qui nous a été posée quand les gens sont inscrits de Jean-Baptiste qui nous dit quand est-ce qu'on est prêt à passer d'une gestion libre de son patrimoine, par exemple, plutôt que de faire appel à un mandataire, de la gestion pilotée et tout. Quand est-ce qu'on peut vraiment prendre en main son épargne, messieurs? Alors, moi, c'est vrai que je m'inspire beaucoup des gens autour de moi parce que j'estime que c'est révélateur de ce qui se passe en France. Et effectivement, je me réalise que, comme je disais tout à l'heure, soit les gens ne font rien, soit ils font de l'immobilier. Mais ils oublient qu'entre les deux, il y a un monde. Et il y a un monde qui est très important parce que tout le monde ne peut pas, typiquement, acheter des biens immobiliers. C'est pas réservé à une élite, mais il faut pouvoir le faire. Et en fait, effectivement, les préjugés qu'on définit dans le slide, donc souvent je ne suis pas assez riche, ou j'ai pas assez un capital assez important, c'est trop risqué, donc vaut mieux rien faire, on a vu que ce n'était pas la bonne idée, c'est trop compliqué, alors effectivement on conçoit que c'est trop compliqué, et là ça permettra peut-être de faire la parenthèse avec la gestion, le pilotage par quelqu'un. Ce n'est pas assez performant, on l'a vu aussi, ou alors je suis trop jeune, et on l'a vu que là aussi, plus on commence jeune, mieux c'est finalement à travers les intérêts composés. Donc finalement, il y a tous ces préjugés-là qui font qu'aujourd'hui, dans le contexte qui existe de baisse de l'épargne, de baisse des rendements de l'épargne et de nécessité de préparer sa retraite, des solutions qui se développent pour soit gérer tout seul son épargne, ou soit la donner en gestion à une société de gestion, typiquement. Mais quand même, là, je vais peut-être me tourner vers Edouard, quand même, si j'ai une capacité d'épargne de, je sais pas, de 50, de 100, allez, 200 euros d'épargne par mois, je vais quand même pouvoir faire des choses intéressantes. Bah oui, alors c'est ce qu'on voit sur le graphique qui s'affiche. Hein. Si on investit 100 euros par mois, et comme vous le dites, je pense que c'est quand même accessible à beaucoup de Français. Pas mal de gens, on peut se dire. Oui, pas mal de gens. Parce que, pour rappel, quand même, l'épargne moyenne des Français, c'est 15% de leur salaire net. Ouais. C'est des bons épargnants au niveau européen, les Français. Donc c'est des très bons épargnants. Alors principalement, encore une fois, en immobilier, l'épargne financière, c'est moins, mais ce qui fait que 100 euros par mois, c'est quand même possible. Et sur le long terme, ça fait quand même beaucoup, en fait, parce que donc on investit 100 euros par mois sur 48 ans, ça fait, j'essaie de lire les slides en même temps. 390 000 euros. Ouais, alors on investit 58 000 euros, et, mais avec la hausse des actions, on arrive à 390 000. C'est quand même pas mal. Imaginons, voilà, encore une fois, 48 ans, c'est un peu plus long que la période active. On commence à épargner à 22 ans, on met juste 100 euros, et on a un capital de pratiquement un demi-million, 400 000 euros. Net d'inflation, en équivalent pouvoir d'achat. C'est quand même pas rien. Mais l'idée des 48 ans, c'est peut-être aussi signaler aux gens qui nous regardent que commencer à mettre 100 euros ou même parfois 50 euros, parce qu'aujourd'hui, justement, les acteurs en ligne permettent de faire des versements programmés, par exemple, de 50 euros. Quand j'ai un enfant en bas âge, je peux commencer à mettre 50 euros. Je sais que mon enfant, quand il commence à naître, enfin quand il naît, je mets 100 euros tous les mois, il sait que dans 48 ans, il aura 400 000 euros à peu près. Si on suit évidemment les performances passées, ne présage pas les performances futures. Évidemment, c'est pas un problème de cristal. Mais en tous les cas, si quelqu'un avait mis 100 euros dans un investissement Action Monde il y a 48 ans, il aurait pu potentiellement s'acheter un appartement gratuitement, entre guillemets. C'est ça le secret, Edouard, c'est à mettre le temps de son côté, j'ai envie de dire, avoir une vision de long terme en tant qu'épargnant. Voilà, c'est extrêmement important. Effectivement, on l'a pour l'immobilier quand on prend un emprunt sur 20 ou 30 ans. On pourrait probablement l'avoir sur effectivement l'épargne en action. Et c'est vrai que c'est la clé du succès parce que, alors évidemment, la bourse, ça monte et ça baisse tous les jours. Hein. Justement, c'est un peu, on se dit oui, souvent les gens se lancent en bourse et puis alors ils sont pris parfois à contre-temps, à peine rentrés, ils voient leur performance passer dans le rouge. C'est un peu décevant, c'est un peu démoralisant quand même. C'est vrai que c'est un peu dur. Puis on se dit qu'on n'achète jamais au bon moment. Comment on fait? Alors, donc il faut investir sur le long terme. Effectivement, quand on regarde les statistiques, d'un jour sur l'autre, on a une chance sur deux de gagner ou de perdre. Voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est clair. Ça marche comme ça, une chance sur deux, c'est conçu comme ça. Sur un an, on n'a plus qu'un tiers de chances de perdre. Et puis au fur et à mesure qu'on investit sur le long terme, on a moins de chances de perdre. Sur 15 ans, 10-15 ans, on tombe à 20% de chances de perdre si on investit sur 15 ans. Sur 20 ans, c'est un peu moins. Encore une fois, c'est des performances passées, il ne faut pas compter là-dessus nécessairement, mais on se dit, voilà, 15-20 ans, on a peu de chances de perdre, encore une fois,
comment ça s'appelle, en net d'inflation. En net d'inflation. En inflation, en pouvoir d'achat. Donc voilà, donc se donner ce temps-là, c'est extrêmement important. Donc il faut voilà, se donner le temps. Et aussi investir tout le temps, en fait, c'est ça la bonne manière. C'est la régularité aussi, peut-être la deuxième clé. C'est ça, c'est la régularité. Donc on a vu tout à l'heure que si on investit tout le temps, bah, ça faisait effet boule de neige. L'autre chose à bien. Et donc sur les marchés, c'est pareil un peu? C'est un peu alors, ce que vous me dites? ça marche pareil, mais il y a un autre effet, encore plus important, je dirais. C'est la façon dont fonctionne la bourse, et je pense que tout le monde n'a pas bien appréhendé ça. C'est que le prix en bourse, c'est le résultat de l'intelligence collective de tous les gérants qui se posent avec des questions de combien ça vaut. Bien sûr. Bon. Donc, en fait, il y a autant de gérants qui pensent que si c'est à ce prix-là, si le CAC 40 il est à ce prix-là, c'est qu'il y a autant de gens qui pensent que ça va monter que de gens qui pensent que ça va descendre. C'est conçu. Il n'y a pas moyen, un gérant, un expert, il ne peut pas savoir. Donc il n'y a aucun moyen de savoir. Donc en fait, investir tout le temps, c'est la bonne façon de ne pas faire d'erreur et de dormir tranquille, puisqu'on n'a pas de questions à se poser. On fait son virement de 100 € et on ne s'en occupe plus. Tous les mois. Et voilà, tous les mois. On peut le faire tous les mois. Voilà. Et je crois aussi que vous aviez une slide dédiée aux résultats d'investissement réguliers sur 10 ans, comme ça. Effectivement, parce que sur 48 ans, tout le monde n'investit pas sur 48 ans. Même sur 10 ans, finalement, on se rend compte que... Voilà, donc si on regarde les périodes, chacune des périodes de 10 ans depuis les années 70, en fait, il n'y a plus... Si on investit en une fois sur 10 ans, on a une chance sur 5 de perdre en pouvoir d'achat. Si on investit régulièrement, on n'a plus qu'une chance sur 10 de perdre. Et en échange, en moyenne, on gagne 50%. Donc voilà, donc on a moins de chances de perdre et on a quand même pas mal de chances de gagner. Donc ça vaut le coup. Donc investir régulièrement fait vraiment baisser le risque. Voilà. Vous m'avez convaincu. Ça y est, je me lance. Demain, j'achète des actions du CAC 40, j'ai bon? Alors moi ce que je pense, c'est que c'est une stratégie possible. D'accord. En revanche, c'est probablement pas la meilleure. Parce que la diversification géographique a vraiment du bon. Et c'est peut-être contre-intuitif pour beaucoup de gens qui nous regardent ce soir, parce qu'effectivement, quand on se dit, tiens, je vais sortir, je connais moins les actions étrangères. C'est ça, oui. On est un peu Warren Buffett, on se dit, j'investis dans ce que je connais, tout ça. Voilà, c'est vrai que investir dans ce qu'on comprend, c'est une bonne pratique, effectivement. Et on se dit aussi, je vais investir aux États-Unis, il y a le risque de change. Et malgré le risque de change, c'est moins risqué. Ça a été moins risqué. Je pense que même, je vais me lancer, je pense que même de manière intrinsèque, c'est moins risqué d'investir internationalement. Parce que c'est le principe de la diversification. Le CAC 40, c'est 40 entreprises dans un seul pays. Si on investit dans un indice monde, il y a des ETF qui investissent, on peut investir dans un indice monde en quelques clics. C'est 23 pays, 1600 entreprises. Ça moyenne le risque. Je prends un exemple. 2011, la crise a été en Europe. Aux États-Unis, ça a très bien marché. Donc ça atténue. Statistiquement, le CAC 40 a été un tiers plus risqué sur les 10 dernières années qu'un indice monde, malgré l'effet devise. C'est quand même assez incroyable. Un tiers de fois plus risqué. Et en plus, l'indice monde il était plus performant. Bon, donc c'est la preuve par les chiffres qu'on gagne effectivement à diversifier. Bon. Donc grâce là, messieurs, aux 2 premières parties, on sait désormais qu'il faut épargner différemment. On sait comment s'y prendre. On sait qu'il ne faut pas forcément, qu'on peut commencer avec un petit capital, qu'on n'est pas trop jeune, pas trop vieux. On va voir maintenant, on va découvrir les instruments adaptés pour le faire. C'est notre 3e et dernière partie et c'est maintenant.